Merci, je vais rester, j'espère, dans les temps, mais j'ai un petit peu étendu plus que l'échographie. Je suis intéressé au cathéter artériel et voir les problèmes que ça peut poser. Donc, ici, on peut switcher les images. Donc, une des questions principales qu'on doit répondre, c'est est-ce qu'on est fait avec ou sans échographie, et ça va un petit peu plus loin. La première question, c'est pourquoi on va mettre ces abords artériels. C'est du diagnostic, de la surveillance, de la thérapeutique, et globalement, vous avez toutes les réponses ici, gaz du sang, imagerie diagnostique, monitorage hémodynamique, radiologie interventionnelle, qu'elle soit coronaire, cérébrale, embolisation thérapeutique. Donc ça, c'est les principales indications. Quelles sont les artères? C'est classiquement l'artère radiale la plus fréquemment utilisée, l'artère fémorale un petit peu moins, et les alternatives, et pour ceux qui font de la neuroradiologie interventionnelle, il arrive de temps en temps qu'on aille ponctionner une carotide, parce que c'est la seule façon d'y arriver. Pourquoi ces artères essentiellement? Parce qu'elles sont superficielles, généralement non terminales et habituellement compressibles. Un premier point d'anatomie, quand on s'intéresse à l'artère radiale, c'est une étude sur un nombre important il y a, je crois, 300 ou 400 patients qui ont été évalués. Donc, c'est l'échographie de l'artère radiale. On a comparé les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les fumeurs, les pas fumeurs, les hypertendus, pas hypertendus, les diabétiques et pas hyperdiabétiques. Et on se rend compte que le diamètre d'une artère radiale, c'est entre 1,5 à 3 mm, avec une médiane qui est environ de 2,3 à 2,4 mm. Si on s'intéresse ici à la profondeur de l'artère radiale, vous voyez qu'on est entre 2 et 2 mm globalement. Ça veut dire que quand vous avez mis votre aiguille, et que si votre aiguille a été plus profondément que 10 mm, vous avez raté l'artère, puisque en moyenne, c'est 5 mm de profondeur. Artère confondue. Donc c'est pas la peine d'aller trop loin. Si votre aiguille va trop profondément, il faut rechercher ailleurs votre artère. C'est une artère qui est souvent rectiligne, mais on voit dans la littérature et on voit dans la clinique, quand on s'intéresse à ce sujet-là, que les artères, elles sont parfois des formes extrêmement sinueuses. Et voici cette artère. Le guide étant en place, avec le guide, il fait 2 courbes, et que dans ces situations-là, il est probablement utile d'utiliser l'échographie pour ne pas transfixier ces artères. L'artère radiale, c'est une artère qui est très particulière. J'ai découvert ça récemment. C'est une artère qui est extrêmement riche en récepteurs alpha 1, qui est donc extrêmement réactive à toute stimulation qu'elle peut avoir, dont les stimulations mécaniques. Et ceci montre l'importance de réussir la ponction du premier coup, parce que si vous avez raté votre ponction du premier coup, l'artère va se contracter, et on voit très bien dans ce papier, vous voyez ici, on a le diamètre de l'artère qui fait ici 2,1 mm avant la première tentative de ponction, et puis la ponction est ratée, l'artère se contracte, c'est pas un hématome, c'est l'épaississement de la média, et le diamètre est divisé par 4. Donc si vous avez raté l'artère du premier coup, vous allez avoir d'énormes difficultés à la récupérer par la suite. Ceci est peut-être un argument pour aller chercher l'artère du premier coup en échographie. C'est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, donc là aussi un argument de choix dans ces situations-là. Et enfin, dès que vous mettez la canule dans l'artère, même si vous avez réussi du premier coup, le débit sanguin dans l'artère radiale va diminuer immédiatement et il va ne se renormaliser qu'après 10 à 15 minutes, et ceci est indépendant de la taille de la canule qu'on va mettre dedans. L'artère radiale avec l'artère cubitale, elles sont habituellement, classiquement réunies par des arcades ou des arches. Il y en a 2 au niveau antérieur, à la face palmaire, et une dorsale, qui ne nous intéresse pas, nous, réellement. Et l'intérêt de ces arches, c'est d'assurer la pérennité de la vascularisation artérielle de la main quand une des 2 artères est occluse. Ce système anastomotique est sujet à de très très nombreuses variations. Voici le schéma classique, où on a ici une artère radiale qui va se diviser et donner l'artère postérieure. Et puis, elle va aller contribuer aux 2 arches ici qui sont là, avec la participation de l'artère cubitale. L'artère ulnaire ici, vous voyez que dans cette situation-là, toute la main est correctement vascularisée. Cette situation, elle est malheureusement pas aussi fréquente qu'on le croit. Je vais prendre uniquement cet exemple-là. Vous voyez qu'il n'y a, celui-ci, où il n'y a pas d'arche. Ici, pas d'arche profonde. Il reste une arche superficielle. Vous voyez ici, dans cette situation-là, par exemple, l'anastomose, l'arche ne participe pas à la vascularisation du pouce, c'est-à-dire que si vous avez un problème ici avec votre cathéter, vous avez un risque de vascularisation au niveau du pouce. Il y a d'autres modèles qui sont décrits. Juste voir qu'il y a encore une 4e situation qui est décrite récemment, c'est-à-dire qui a été remise en question récemment puisqu'elle est décrite même depuis toujours, c'est l'existence d'une artère médiane. On sait depuis un papier récent qui a repris ceci de façon systématique, qui est à peu près 6 à 15% suivant les études des patients qui ont une artère médiane, un reliquat embryologique qui va participer à la vascularisation de l'arche superficielle, et que c'est aussi peut-être un problème dans certaines situations chirurgicales, comme le canal carpien, par exemple. Une illustration de ce que c'est d'avoir une arche incomplète, ce patient
n'a pas d'arche, aucune arche. Vous voyez que quand on va comprimer son artère radiale, il n'a aucune vascularisation du pouce. Donc ce problème existe réellement, c'est un problème qui va exister en clinique et on va essayer de savoir comment on va pouvoir prévenir ce risque et détecter les patients à risque. 1929, Monsieur Allen décrit le test d'Allen qui était utilisé dans le cadre des artérites obliterantes. Il ne nous concerne pas réellement, c'est pas notre population. Il a été modifié en 1959, je crois, par Monsieur Wright, qui a proposé le test d'Allen modifié, ce qu'on utilise nous en pratique clinique. Et la question est de savoir si ce test est réellement intéressant, s'il est efficace. Vous voyez ici dans une étude sur 1000 patients, donc ils ont fait correctement les choses, c'est les coronarographistes qui s'intéressent beaucoup à ce sujet-là. Test d'Allen, je vous rappelle, c'est on comprime les deux artères, on demande au patient de serrer le poing plusieurs fois, jusqu'à ce que la main blanchisse, on va relâcher l'artère cubitale et on va voir si la vascularisation réapparaît. Le test est dit positif si ça réapparaît en moins de 5 secondes, il est douteux en 5 à 10 secondes et il est négatif, donc il n'y a pas de suppléance de l'artère radiale par l'artère cubitale si ça met plus de 10 secondes à apparaître. Et dans cette situation-là, dans cette étude, vous voyez qu'il y a globalement 26%, 25% des patients qui sont à risque de ne pas avoir de revascularisation. Au point que certains auteurs ont dit que ce test n'était pas assez sensible et pas assez fiable pour en faire un test diagnostique d'utilisation courante. À la suite de ceci, les gens ont proposé d'utiliser le pulsoxymètre pour savoir si c'était efficace. Donc l'étude la plus importante sur le sujet, elle date maintenant d'une quinzaine d'années. On met le pulsoxymètre ici, on voit la courbe de pulsoxymétrie, et puis on va comprimer l'artère radiale, et dans cette situation, il y a un moment où il y a un petit peu de silence, et puis ça réapparaît. Mais ce test-là n'investigue pas les patients sur lesquels il n'y a pas de vascularisation au niveau du pouce. Donc il faudrait probablement mettre dans cette situation du pulsoxymètre. Maintenant, quand on compare ce test échographique, pulsoxymétrique à test classique clinique, on est plus performant et toujours des études dans le cadre de la coronarographie montrent que si on fait un test d'Allen classique, on éliminait 6% des patients, alors qu'avec un test sensibilisé au pulsoxymètre, on n'a que 1,5% des patients qui sont recusés pour la coronarographie. Très récemment, il vient d'être publié dans le Canadian Journal of Medicine le test d'Allen téléphonique. Donc avec votre smartphone et avec le logiciel HeartRate, je ne vous conseille pas de le prendre, je l'ai fait, vous allez être assailli de publicité, donc ne le prenez pas. 500 patients pratiquement, vous allez mettre la caméra ici au niveau d'un doigt, vous allez comprimer, vous allez voir comment va évoluer le pouce. Donc c'est publié, c'est beaucoup plus performant que les autres tests qui ont été utilisés. Et puis, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un autre test qui peut être utilisé, c'est le test échographique. Donc, sur ce qu'on nous sommes en train actuellement de travailler, c'est l'utilisation de l'échographie, donc on va voir ou non utiliser un échographe pour mettre en place le canule radial, et on va investiguer, on va aller chercher une artère au niveau de la main, on va voir lesquelles tout à l'heure, et puis on va comprimer l'artère radiale, on va voir ce qui se passe. On peut avoir soit une perfusion à contre-courant, comme je vous le montre ici, vous allez voir des plus belles images tout à l'heure, soit une perfusion à contre-courant extrêmement limitée, très faible, soit l'absence totale de reperfusion de la main. Donc 3 situations différentes. Ici, on est sur l'arcade palmaire superficielle, on comprime l'artère radiale, vous voyez qu'on a totalement inversé le flux. Donc ici, on a une vraie prise en charge de la vascularisation du territoire radial par l'artère cubitale. Ça, c'est une situation qui est plutôt favorable. Deuxième situation, regardez bien les codes couleurs qui vont changer. On va comprimer, et ici, on a inversé la circulation, on est passé du bleu au rouge, mais cette artère-là, on l'a perdue. On a un phénomène d'hyperémie, le film va revenir. On fait un Doppler ici, et on a une vascularisation de très médiocre en réalité, ce qui explique qu'on n'a pas tout revascularisé. Le film va repasser une deuxième fois, donc ça c'est normal, on comprime, on change le score de couleur, donc on a changé le sens de la perfusion, cette petite artère qui était ici n'est pas revascularisée. Et puis, troisième situation, on comprime l'artère radiale, il n'y a plus de vascularisation dans la main. Donc c'est peut-être dans ces situations-là qu'on va s'inquiéter un petit peu. On va reprendre les images juste quelques instants. On comprime, ça disparaît, et donc probablement ce territoire est à risque quand on va comprimer l'artère radiale. Et ces patients sont peut-être à risque. Pour l'abord du cathéter radial, il y a quelques contre-indications, des choses habituelles, je dirais, les vascularites distales, et on retombe sur M. Allen lui-même au départ, le syndrome de Raynaud probablement. Un élément important, c'est la main contralatérale non fonctionnelle, quelle qu'en soit la raison, il a été amputé, il a une séquelle neurologique, donc il ne faut pas aller s'amuser. Les fissures artério-veineuses patentes ou programmées, on ne va pas aller mettre un cathéter à ces patients
s'il y a d'autres sites possibles. Quelle est la valeur actuelle du test d'haleine modifié ou remodifié par l'échographie, et puis les choses habituelles qu'on connaît tous, on va passer dessus. Est-ce qu'il est nécessaire de se poser la question de savoir s'il faut faire ce test de sécurité? Eh ben oui, on est déjà dans le futur, un papier de 2019 qui n'est pas encore sorti, mais dont on a déjà les préprints, qui montre que un patient, après une cannulation d'artère radiale, a eu une gangrène ischémique, on est obligé de lui amputer les doigts à la suite de ceci. Donc, le problème est encore prégnant, on n'a pas tout résolu avec ce problème-là. 3 situations différentes, la ponction simple, le cathétérisme de courte durée de l'artériographie ou le monitorage péropératoire, le cathétérisme de longue durée en réanimation. Est-ce qu'on a des techniques différentes? Prélèvement des gaz du sang, 2 études qui sont concluantes, donc c'est pas la peine de refaire, et elles disent la même chose, l'étude de Xavier Bobia et l'étude de Lorsen ici, qui montrent que pour les gaz du sang, ce n'est pas la peine, je vous passe les chiffres, ce n'est pas la peine, ce n'est pas intéressant de faire de l'écoguidage. Ça n'améliore pas grand-chose, c'est plus long, et ça n'améliore pas le taux de réussite. Donc, gaz du sang simple, ponction unique, c'est probablement pas la peine de mettre de l'écoguidage. Quand on va mettre des cathéters, c'est peut-être un petit peu différent. Les recommandations de l'ASFAR qu'on avait publiées en 2015, on avait dit que c'était du grade 2+, il est suggéré que ça peut être utile de faire une ponction écoguidée si jamais on va utiliser un cathéter. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015? Depuis 2015, 6 méta-analyses, vous voyez, donc c'est en 3 ans, qui montrent toute la même chose, qu'il y a clairement un gain à utiliser l'échographie quand on veut faire des abords, mettre des canules dans l'artère radiale. Et ce gain est encore plus important chez l'enfant que chez l'adulte. Donc clairement, la question qu'on va se poser quand on va revoir dans 2-3 ans la RFE, c'est est-ce qu'il va pas falloir, sur la base de ces nouvelles études, passer en niveau 1. Pour l'instant, on reste en niveau 2, ce n'est qu'une recommandation faible, on va dire une suggestion, mais très probablement, il va falloir qu'on évolue vers autre chose. Autre question qui va être posée par l'échographie, c'est quel est le site de ponction? Habituellement, on fait tous notre abord radial à ce niveau-là. Les coronographistes nous proposent autre chose, qui sont un abord au niveau de la tabatière anatomique, ou un abord encore plus distal dans l'espace entre le premier et le deuxième métacarpien. Et ces abords-là auraient un avantage pour les gens qui font beaucoup de cathétérisme radial, qu'il y aurait peut-être moins de risque d'occlusion de l'artère radiale quand on va prendre des sites plus distaux. Ces 2 artères-là sont assez faciles à repérer en échographie, et donc on peut, si elles sont favorables, si l'anatomie est favorable, on peut aller les chercher sans trop de difficulté. Quelle technique de ponction? Technique simple avec une canule simple ou technique de Seltinger. La littérature montre que la technique de Seltinger est probablement plus favorable, avec moins de complications et moins de ponction du mur postérieur de l'artère. Donc clairement, on a plutôt une tendance à dire qu'il va falloir utiliser les techniques en termes de Seldinger. Il va falloir qu'on évolue un petit peu sur la façon de piquer et que probablement la technique de balayage sectoriel, on va voir la sonde sur un petit film, que ceci va permettre de suivre en permanence la pointe de l'aiguille. Petit film qui est de l'université de San Francisco, Californie, qui montre que la sonde échographie, elle va se déplacer en même temps, de façon à toujours visualiser la sonde. Il n'y a plus rien derrière. Donc on va toujours visualiser la pointe de l'aiguille avec cette technique de balayage sectoriel. Une fois qu'on a vu à peu près ceci, c'est quelle technique? Est-ce qu'on va faire du grand axe dans le plan, ou petit axe hors du plan? La littérature, là aussi, il y a quelques études sur le sujet qui montrent que le grand axe dans le plan, c'est un peu plus long, mais que globalement, c'est un peu moins traumatisant pour l'artère. Donc, si on a une technique qu'on pourrait recommander, si c'est pour les gens qui sont novices, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire du grand axe dans le plan, mais probablement cette technique est moins dangereuse. Quelle position de l'aiguille? On retrouve des études qui avaient été faites à l'époque sur les papiers sur les voies veineuses centrales. C'est ce que j'appelle le biseau down, c'est comme ceci, le biseau up, c'est comme ceci. Et quand on va comparer ces 2 techniques d'abord, il apparaît que la technique avec le biseau dit down dans ce sens-là entraîne probablement un taux de réussite un petit peu plus élevé et surtout moins de complications anatomiques, moins de ponction du mur postérieur de l'artère. Donc là aussi, on peut recommander en échographie de bien suivre son aiguille et d'essayer de ne pas dépasser, et que si on met son aiguille dans ce sens-là, on aura peut-être un meilleur résultat. Quelques études sur le sujet de la position de la main, on va aller relativement vite, ils ont comparé, vous voyez, 5 groupes de patients. Globalement, la meilleure position de la main, c'est 45 degrés, puisque celle qui va le mieux aligner l'artère et pas trop la réduire. En effet, si vous allez trop loin, si vous faites des hyperextensions trop importantes, publiées récemment dans le Canadian Journal, vous allez réduire le diamètre de l'artère par l'hyperextension, elle va se retrouver tendue sur un chevalet osseux et elle va diminuer son diamètre. Donc,
45 degrés c'est suffisant, et pas plus, et ceci permet d'améliorer la position de l'artère. Des petites choses qui sont publiées récemment sur comment je peux m'améliorer. Vous voyez ici le diamètre de l'artère avant qu'on ne fasse quelque chose. On va comprimer l'artère radiale juste en dessous du point de ponction, ben ça augmente son diamètre, c'est assez simple, on crée une stase en avant et on facilite la ponction. Ou, autre situation, comprimer l'artère cubitale, l'artère unaire ici, va favoriser tout le flux au niveau de l'artère radiale qui va aussi augmenter son diamètre. Dans les situations difficiles, pensez à ces petites astuces qui vont permettre de faciliter la ponction. C'est à la limite du sujet, mais important. La position, une fois qu'on a mis le cathéter, et ben c'est la main si on peut avoir dans une attelle qui va la positionner, on doit avoir le tuyau ici dans l'axe, et puis, je rappelle les recommandations qui sont un petit peu passées inaperçues en France, les communications du CDC d'Atlanta, il ne faut plus coudre les artères, il faut les coller avec des systèmes autocollants. Ceci diminue de façon extrêmement importante le taux d'infection lié à l'utilisation des artères. Et c'est une recommandation américaine qui date de 2011, que personne n'a lu en France, malheureusement, mais elle est toujours valide, et il faut coller les artères et pas les coudre. On s'intéresse aux autres artères, ça c'est les gens qui font de l'artériographie diagnostique, donc par artère fémorale. Ben, l'artère fémorale, c'est pareil, si on fait de l'échographie, je vous passe les chiffres, les obèses, c'est plus performant de faire de repérage échographique que de faire du repérage anatomique ou manuel. Beau papier dans l'anesthésiologie d'il y a 1 an, chez l'enfant, le petit enfant, le nouveau-né, qui montre que quand on a besoin d'une artère, il est probable que l'artère tibiale postérieure soit une bonne artère, plus facile à cathétériser que l'artère pédieuse qui est extrêmement difficile, et au moins équivalente à l'artère radiale, et qu'elle probablement elle comporte moins de risques. Donc, pour ceux qui font de la pédiatrie, je sais qu'il y en a au moins une ici, dans la salle, c'est peut-être cette artère-là qu'il va falloir aller chercher, parce qu'elle est plus facile à aborder et comporte moins de risques. Je vais résumer à peu près tout ce que j'ai dit sur la fonction de ponctionner une artère radiale, et pour essayer de limiter le risque lié à la ponction, c'est faire un test d'haleine modifié, soit en écho, soit en platismographie, le test d'haleine clinique n'apprenant pas de valeur. Mettre le poignet en hyperextension à 45 degrés, c'est pas la peine d'aller plus loin. Utiliser, pour ma part, systématiquement l'éco-guidage, et je pense que dans la prochaine révision de la RFE, on va y arriver. Moi, je continue à piquer en short axe, puis petit axe hors du plan, mais les recommandations, elles seraient plutôt dans ce sens-là, grand axe dans le plan. Le bison en position down, ça, je pense que c'est pas très difficile à faire. En imagerie dynamique, il faut que la sonde suive la progression de l'aiguille jusqu'à ce qu'elle rentre dans le vaisseau, et après on vérifiera la position du leader en Seldinger avec l'échographie. On va éviter de ponctionner le mur postérieur, et enfin, si vous avez dépassé 10 ml, vous avez raté votre cible, il faut reprendre votre ponction. Je vous remercie.